Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi entre 19h et 21h. À côté du Fonds spécial de solidarité nationale créé par le président de la République et destiné au financement des opérations relevant de la stratégie de riposte contre la propagation du coronavirus, se sont développées d'autres initiatives, cette fois menées par des leaders des partis politiques et associations. Pour le ministre de l'Administration territoriale, ces appels à la générosité publique sont en totale violation de la législation en vigueur. Paul Atangandi convoque ainsi la loi numéro 83/002 du 21 juillet 1983 régissant les appels à la générosité publique et le décret numéro 85/1131 du 14 août 1985 fixant les conditions d'octroi de l'autorisation d'appel à la générosité publique. Le ministre de l'Administration territoriale reconnaît n'avoir donné autorisation de collecte de fonds à quelque entité que ce soit, demande d'y mettre un terme et aux établissements financiers d'où sont domiciliés ces fonds que ces comptes soient rapidement clôturés. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information qui vous sera présentée par Cédric Nouffelé. Tout de suite après, ce sera le débrief du journal. Tout de suite, c'est le feu du jour. Covid-19 et appel à la solidarité des partis politiques. Pourquoi le ministre de l'Administration territoriale dit non? Pour en parler, je suis en plateau ce soir avec Maître Roland Diou. Bonsoir Maître. Bonsoir Monsieur Otou. Bonsoir aux millions de téléspectateurs d'Equinox. Et un salut particulier et des hommages au personnel sanitaire qui se bat au quotidien pour faire tout ce qui est en leur possible pour combattre cette maladie. J'aimerais en début de cette émission leur adresser mes hommages. Voilà, Maître Roland Diou, Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, c'est bien cela, avocat au barreau du Cameroun. Tout à fait. Voilà. Nous allons donc prendre la direction de Bordeaux. Bordeaux, nous sommes dans le sud-est de la France, où nous attend Maître Martin Longon. Bonsoir Maître. Voilà, on va revenir à Maître dans un instant. Maître Diou, comment vous avez accueilli cette décision du ministre de l'Administration territoriale le 7 avril dernier? Alors, d'entrée de jeu aussi, je vais vous répondre de but en blanc. Est-ce qu'il s'agit d'une décision ou d'un communiqué? Oui. Faudrait déjà c'est écrit communiqué radio-presse. Tout à fait. Et donc, nous attendons encore de voir la décision. Pour l'instant, il est porté à la connaissance du public que certaines activités de collecte de fonds seraient interdites. Et donc, ça appelle de ma part une observation de pure forme. Est-ce qu'un ministre prend un acte administratif par communiqué? C'est la première question. Et donc, j'ai envie de me dire que ce communiqué ne concerne pas encore vraiment les Camerounais. C'est une information qui a été donnée. On attend de voir ce qu'il en sera par la suite. Maintenant, je peux m'essayer à l'analyse de cette situation du point de vue simplement de la morale et du bon sens. Je sais que le débat de tout à l'heure sera un débat de techniciens et je m'en félicite. Et donc, avant que justement le décor ne soit planté, le décor de vos panélistes ne soit planté, je vais simplement essayer de partager avec vous et les téléspectateurs des analyses de pure morale. En vous posant une question qui est simple, est-ce que vous êtes posé la question de savoir pourquoi est-ce que les ambulances violaient les feux rouges? Est-ce que vous savez pourquoi les ambulances violent les feux rouges? C'est simplement parce que précisément, c'est des situations d'urgence. Oui. Vous savez ce qu'on appelle l'état de nécessité. Vous savez ce qu'on appelle la légitime défense, pour ne prendre que ces faits exonératoires
de ce qu'on pourrait appeler la responsabilité même pénale. Vous savez très bien que si vous faites l'objet d'une menace qui peut mettre en péril votre intégrité physique ou celle de quelqu'un qui vous est proche, vous avez le droit, c'est vrai dans la limite d'une certaine proportionnalité, de réagir et même de porter des coups à autrui. Il s'agit là de ce qu'on appelle la légitime défense. L'état de nécessité, c'est que si vous êtes en péril de mort et que vous devez absolument, par exemple, vous nourrir, si vous entrez dans une plantation et que vous prenez le juste nécessaire pour vous nourrir, on ne pourra pas dire que vous êtes auteur d'un vol. C'est-à-dire que si en passant, vous voyez une plantation de bananes mûres, vous prenez 2 ou 3 doigts de banane, vous êtes en état de nécessité. Même si on vous arrête, vous direz, oui, je l'ai fait. J'ai pris 2-3 bananes parce que j'étais en péril de mort. Mais si vous prenez un régime, c'est autre chose. Je plante le décor là, avec des faits que chacun de nous peut rencontrer dans la vie de chaque jour, pour indiquer que sur le plan moral, il y a quelque chose quand même d'un peu gênant. D'un peu gênant. Et c'est gênant d'autant plus que quand vous lisez la décision du Premier ministre du 17 mars, lorsqu'il a été mis sur pied, justement, le plan de riposte du gouvernement face à la pandémie, les Camerounais, les populations du Cameroun étaient appelées à faire preuve de solidarité pour faire face à la pandémie du Covid-19. Et à moins que l'on m'explique que ceux qui ont lancé ces appels ne font pas partie de la population camerounaise, il faut bien que le gouvernement essaye d'être cohérent envers lui-même. Il ne peut pas demander une chose. Lorsque celle-ci est entendue et que des réponses y sont apportées par la même population, à moins vraiment de m'expliquer. Voilà, justement, le Premier ministre dit, le gouvernement invite les peuples, après les 13 mesures, pour être bien fixé, le gouvernement invite les populations à ne pas céder à la panique, mais à faire preuve de discipline, de solidarité et de sens des responsabilités au moment où le monde entier traverse des moments difficiles. C'est aussi bête que cela. On vous dit, monsieur Otto, face à la pandémie qui nous menace, faites preuve de solidarité, entre autres. Vous dites, d'accord, ok, je pense que je peux apporter telle contribution à la lutte contre la pandémie. Et le même gouvernement, par la voix de quelqu'un qui est supposé coordonner dans son département ministériel une direction chargée de la protection civile, qu'on n'a pas entendu d'ailleurs jusque-là. On aurait bien aimé entendre la position du patron de la protection civile pour savoir quelles étaient les mesures de protection civile que son département ministériel a mis sur pied. Je vous dis au passage, ça vous le savez certainement, vous êtes journaliste, que la direction de la protection civile a une dotation budgétaire annuelle. Elle n'est pas de 10 francs, elle est suffisamment conséquente. C'est l'occasion comme celle, c'est des occasions comme celle-ci qui nous permettent de savoir ce que cette direction-là précisément fait. Je n'accuse personne, je ne dis pas qu'elle ne fait rien, il faut bien qu'on s'entende. Je dis juste que c'est à ce moment-ci qu'on aurait aimé entendre soit le ministre en charge de la protection civile, qui par ailleurs se trouve être le ministre de l'administration territoriale, soit le directeur de la protection civile du dit ministère, pour nous dire ce qu'il fait de ce budget-là pour justement riposter dans la stratégie gouvernementale à cette pandémie qui nous attrape. Mais on n'a pas entendu le ministre, mais on l'a entendu finalement, j'aurais dit, on l'a enfin entendu, lorsqu'il fallait montrer les muscles de l'État. Je crois que c'est une formule qui lui est d'ailleurs chère à lui. Et cela nous invite à nous poser la question de savoir si le type de gouvernance auquel nous faisons face, est-ce une gouvernance répressive ou une gouvernance préventive? Dans d'autres cas, on a vu les muscles de l'État justement sortir pour prévenir. Je prends le cas du Rwanda. Simplement le cas du Rwanda. Je crois qu'ils sont à moins de 30 cas au jour d'aujourd'hui. Alors qu'ils ont découvert les premiers malades longtemps avant le Cameroun. Sauf que là-bas, on a vu les muscles de l'État prendre des mesures de prévention suffisamment à temps, de telle sorte que on a l'impression qu'au Rwanda, le cas, la progression de la maladie, on va dire que les cas se sont arrêtés, on n'enregistre pas nécessairement de nouveaux cas là-bas. C'est là où on aurait aimé entendre le ministre. Donc, au bénéfice de ces petites considérations préliminaires,
je reviendrai dans la suite du débat Voilà. s'il est nécessaire de rentrer peut-être dans l'analyse plus dans une Voilà, on analyse va donc plus juridique. on va repartir à Bordeaux où nous attend Maître Martin Longor. Bonsoir Maître. Bonsoir Monsieur Serge, bonsoir également aux copanélistes. Et je tiens d'abord, bien sûr, à féliciter l'action vive et remarquable qui est entreprise par le gouvernement sous les hautes instructions du président de la République, son Excellence M. Paul Biya. Je souhaite également féliciter naturellement tout le corps médical, les soignants. Je souhaite aussi, avec une mention particulière, vraiment à soutenir et encourager et féliciter le peuple camerounais face à une épreuve très difficile au travers de laquelle nous devons en réalité avancer de manière tout à fait, j'allais encore dire, mobilisée comme un seul homme et non dans des divergences pour lesquelles d'ailleurs lorsqu'on note l'appellation choisie par monsieur le professeur Maurice Kamto pour cette collecte de dons ou de fonds baptisée Survie Cameroun, on pourrait se poser la question lorsque l'on consulte le dictionnaire Larousse, la signification du terme survie, qui veut dire donc vivre une vie après la mort, c'est-à-dire une belle existence. Et lorsque l'on sait, et je me permets de planter de manière malicieuse le décor, que le parti baptisé MRC, politiquement aujourd'hui, est à l'agonie, l'on pourrait se demander avec pertinence s'il n'y a pas derrière cette opération une véritable tentative donc de renaissance, de survie de ce mouvement politique. Voilà, donc pour le moment, avec un clin d'œil que je lance à tous mes confrères, j'attends donc avec impatience le débat sur cette collecte de dons étant précisé, et personne ne pourra dire le contraire. J'ai bien noté, bien entendu, avec son habitude, mon confrère Déou, qui se livre à une acrobatie parce qu'il est très intelligent. Il nous invoque l'état de nécessité. Mais tout de même, avant l'état de nécessité, la question qui se pose et s'impose est de savoir est-ce que nous avons un cadre normatif, est-ce que nous avons un cadre légal, et que dit ce cadre légal? Voilà, et je ne développerai pas sur la loi de 83, je crois qu'on va abondamment développer ce texte-là. C'est d'abord la véritable question, et s'il n'y a pas ce cadre-là, à ce moment-là, peut-être que, voilà, des initiatives qui, dans le fond, sont des initiatives louables, mais encore une fois, il faut qu'elles soient encadrées, et c'est ce qui se passe dans toutes les démocraties. Ok, je rappelle, Maître Longo, que vous êtes avocat au barreau de Bordeaux. Vous êtes un des anciens avocats camerounais en France. Vous êtes président de la commission politique, la section RDPC France Sud, ancien président de la communauté camerounaise de Bordeaux. C'est bien cela? Je n'ai pas entendu très bien, M. Serge Alentour. Je suis effectivement l'un des doyens, même le doyen des avocats camerounais au barreau de Bordeaux. Je suis également le président de la commission politique de la section RDPC France Sud. Oui. Je suis d'abord avant tout un patriote et je crois que à ce niveau il y a un consensus. Nous avons tous, sans exception, le Cameroun en héritage, en partage. Mais ce Cameroun qui est un pays beau et magnifique, il faudrait vraiment que les forces vivent, y compris dans les rangs du MRC, que ces forces vivent là véritablement, encore une fois, au lieu de lancer encore une fois, sous forme de campagne, des initiatives finalement, comme on le voit très bien, ne font pas consensus dans leur approche, pas stratégique, mais dans leur approche au travers de la norme, au travers de la loi. Et là, véritablement, se pose un problème. Aujourd'hui, il faudrait dire plutôt qu'il lui fallut à la fois accompagner dans une campagne de sensibilisation avec des initiatives fortes déjà. Voilà là un terrain tout à fait d'élection par lequel les nombreux militants du MRC auraient pu effectivement s'investir. Ceci étant dit, je m'arrête là pour le moment, puisque je crois savoir que j'ai d'autres confrères qui, bien entendu, rangent leur frein pour prendre la parole.
Voilà, Maître Longon, je vais vous poser cette question. Est-ce qu'aujourd'hui, l'état de nécessité humanitaire ne peut pas justifier des dérogations à l'ordre établi, puisqu'on voit qu'il y va de la survie des populations? Monsieur Serge Amotou, on ne peut pas parler de la nécessité. D'abord parce que il est clair aujourd'hui que, encore une fois, la problématique, c'est pas, on n'a pas. Relisez, encore une fois, le communiqué du ministre, Oui. Monsieur Paul Attangi. Il dit clairement, ce communiqué, et à la fois c'est sa lettre et son esprit. On demande à toutes ces initiatives qui sont louables dans le principe de s'entourer du cadre légal. Donc, à partir du moment où ce débat qui est posé, et je dirais même à la fois qu'on sait très bien, nous sommes Camerounais, voyez-vous, monsieur Serge Amontour, il ne faudrait pas demain que l'on lance ça, l'anathème, au gouvernement pour dire, écoutez, vous avez laissé faire, parce que derrière même, et ça protégerait même le MRC finalement, puisque certains, on le voit très bien déjà en France, hein, sous couvert de servir cette initiative-là, vont lever des fonds dont on ne sait pas très bien où ces fonds vont aboutir. Donc je crois très sincèrement que, avant de poser le débat de telle nécessité, la vraie question est d'abord, est-ce que oui ou non cette initiative peut aujourd'hui être lancée sans autorisation? C'est là d'abord le débat. Voilà, l'état de nécessité, d'abord, je note que le gouvernement s'est déployé de partout, et je le suis attentivement d'abord parce que je suis un de vos fidèles, bien entendu, qui suit vos émissions quasiment tous les jours, mais il faut encore une fois que, véritablement dans le champ politique, excusez-moi de le dire, il faudrait qu'on s'accorde qu'il y a la loi et que, comme on dit, la loi entoure certaines activités. Cette loi-là, il faut qu'elle soit respectée. Voilà. Aujourd'hui, malheureusement, je crois que les concepteurs de ce projet n'ont pas, peut-être qu'ils ont été trop vite, hein, sans doute par rapport à ce qu'ils ont jugé comme l'urgence, voyez-vous, voilà, mais manifestement, ils ont d'abord sauté une étape. Il fallait demander cette autorisation. J'attends d'ailleurs que l'on nous rapporte la preuve que la démarche formelle a été initiée et qu'un refus a été à ce moment-là opposé. Voilà aussi une autre question. L'état de nécessité, non. Vous voyez très bien que le gouvernement se déploie et il faut saluer ces initiatives. On doit les soutenir. Voyez-vous, aujourd'hui même, j'ai envoyé d'autres propositions fortes. Un journal qui s'appelle Cameroun 24. Voilà, je propose quoi? Je propose à l'Union africaine de créer un fonds africain d'appui et d'aide aux plus démunis. Je propose aussi qu'on crée une banque africaine alimentaire. Voilà. Et j'ai mis d'ailleurs tout un programme pour que tout cela soit déployé. Voilà de telles initiatives que nous pouvons tous porter ensemble. Parce qu'encore une fois, le ministre de l'administration territoriale a été très clair. Et regardez d'ailleurs l'une des députées qui a demandé une autorisation. C'est d'abord ça le cadre légal. Il faut s'y conformer. Et s'il y a un refus qui est opposé, alors à ce moment-là, on peut réfléchir. Mais cette démarche, me semble-t-il, n'a pas été entreprise par nos frères, et nos frères en tout cas, du MRC. Voilà. Ok, merci Maître Martin Longon. Retour sur le plateau à Douala. Il nous a rejoint. Signon Barrister Achou, you're welcome, sir. Thank you. Good evening, Serge. Good evening, televiewers. Voilà, Good evening. Voilà, je rappelle que vous êtes le président du Reform Party, avocat au barreau du Cameroun. Vous avez cette note, ce communiqué, hein, parce que Maître Roland Diou insiste là-dessus. C'est un communiqué. Votre réaction? Le ministre est-il dans son rôle? Oui, qu'il s'agisse d'une note ou d'un communiqué, le ministre a parlé. Et moi, je pense qu'il est dans son rôle. Parce que ce ministre a laissé aller beaucoup de choses depuis longtemps. Ça fait longtemps qu'il aurait dû mettre fin à ce genre de comportement et il ne l'a pas fait. Il a laissé... Il y a des précédents? Cabral Libi l'a fait. Il a appelé, il a fait un appel
au monde entier qu'on l'aide, qu'on lui donne. Mais là, ça donne donc du. Ça fait du 2 poids 2 mesures. Non. Pourquoi on a laissé Cabral et les autres? Cabral n'était pas un politique, il n'avait pas de parti politique. Elimbi aussi n'avait pas de parti politique. Bon, maintenant c'est un parti politique et je pense que le ministre a vu venir le danger. Parce que... Il y a un danger? Si, il y a un danger. Lequel? Il y a un danger. Si on laisse aller, n'est-ce pas, cette initiative jusqu'au bout et qu'on collecte des sommes importantes, qui va contrôler l'utilisation de ces fonds? À quoi ça va servir? Vraiment, c'est ça qui fait peur au ministre. Et il se dit qu'il faut vraiment rappeler aux uns et aux autres que nous sommes dans une république et que dans une république, on fonctionne avec les lois et que les choses doivent se faire, n'est-ce pas, dans le respect des normes. Ok. Voilà, vous avez suivi Maître Longo. Voilà, on va partir à Paris où nous attend Maître Christian Timban Bonbon. Bonsoir, Maître. Bonsoir ces gens-là. Bonsoir à tous les confrères, les brillantissimes confrères qui sont là. Je pense particulièrement à mon jeune confrère, à notre jeune confrère, Maître Diou, qui fait vraiment de très bonnes choses, qui édifie le peuple camerounais, qui participe d'une manière forte à l'édification de ce peuple. Alors, oui, Maître j'ai suivi tout à l'heure. Oui, allez-y, Maître. Oui, j'ai suivi tout à l'heure mon confrère Maître Longo du barreau de Bordeaux. C'est un ami, c'est un aîné que je respecte, pour qui j'ai beaucoup d'estime. Essayer de politiser une question qui a trait à la vie. Là, on n'est pas dans un débat d'intellectuels, mais on est face à une situation gravissime. Les Camerounais sont en train de mourir. Le Cameroun, à l'heure actuelle, est dans le peloton de tête, je dirais même le premier pays en termes de contamination, de contagion de cette pandémie. Et qu'est-ce que nous voyons en face? Nous voyons un gouvernement qui ne prend pas les mesures adéquates. C'est de ça qu'il s'agit. Ça fait pratiquement 3 semaines que nous crions, que nous appelons le gouvernement à se bouger, à mettre des fonds pour qu'on puisse lutter efficacement contre cette pandémie. Car voyez-vous, c'est une question de fond aussi. Qu'est-ce que le gouvernement fait pour répondre à la situation dramatique, à ce péril? Le gouvernement débloque 1 milliard de francs CFA. 1 milliard de francs CFA. Et alors, des bonnes volontés camerounaises s'élèvent en se disant que non, il y a un problème, il y a une sorte de négligence. Et on ne va pas laisser des gens mourir. Parce que la mort est là. La vie est en danger. Nous devons prendre maintenant nos initiatives parce que ce gouvernement, depuis 3 semaines, ne parvient pas à montrer aux Camerounais exactement ce qu'il y a lieu de faire. Ce ne sont pas les conseils que le Premier ministre a donné aux Camerounais, restez chez vous, ne faites pas ceci, lavez-vous les mains au savon, etc. Ce n'est pas ce qu'on attend du gouvernement. Certes, il y a un volet communication, mais on attend du gouvernement et des gouvernements du monde, et d'après les recommandations de l'OMS, que des mesures soient prises, des mesures en termes de mise en quarantaine, ce que nous appelons aussi le confinement. Ça, c'est des recommandations de l'OMS. Le gouvernement, pour le faire, ou alors les gouvernements pour le faire, doivent mobiliser d'importantes sommes. Parce que des personnes vont se retrouver en chômage, il faut leur trouver à manger, il faut leur trouver à boire, il faut les loger. Et comme réponse à cette situation, le gouvernement camerounais débloque cette minable somme par rapport à la pandémie de 1 milliard de francs CFA. Alors, comme je disais, des bonnes volontés s'élèvent en disant non, nous n'allons pas laisser nos compatriotes, nous n'allons pas mourir parce que le danger est là. L'OMS parle de péril, d'état d'urgence sanitaire, d'état de nécessité sanitaire.
en Afrique. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, des bonnes volontés appellent les autres Camerounais à se mobiliser. Donc, les Camerounais se mobilisent et décident de cotiser pour se protéger et pour lutter contre cette pandémie. Et que fait le gouvernement à ce moment-là? Le gouvernement décide, curieusement, d'arrêter cet élan de solidarité sous prétexte qu'il y a une loi qu'ils vont d'ailleurs dépoussiérer, une loi de 1983, ouais. il y a bien, je dirais, il y a bien des siècles, dépoussiérer pour venir paralyser cette opération. Alors, avant d'entrer sur des questions juridiques, il s'agit tout simplement d'un acte de malveillance. Il s'agit tout simplement de l'expression de la République de la haine, de la République de la jalousie. Parce que c'est M. Kamto, il faut le dire, celui qui dit qu'il veut remplacer le président national du RDPC qui est au pouvoir. Alors, il faut bloquer, il faut paralyser cette action. Monsieur Otou, je vais permettre de le dire aux Camerounais. J'ai été contacté par une association française qui m'a dit, c'est une association, nous aidons les pays africains en ce moment. Et nous voulons aider votre pays aussi, le Cameroun, qui est touché. Alors, faites-nous une due diligence pour nous montrer quelles entités avec lesquelles nous pouvons travailler. Mais nous ne travaillons pas avec les États. Nous travaillons au plus avec des collectivités locales. Ils ont dit qu'ils débloquaient environ 150 000 € à leur niveau pour le Cameroun. Et à ce moment-là, est venue donc cette initiative du MRC. Je leur ai dit, c'est une belle initiative, vous pouvez y aller. Serge Alain, ils ont débloqué leur argent. Ils ont ordonné à la banque de virer de l'argent. Quelque temps après, je crois hier soir, ils m'appellent en disant non, il y a un problème avec cette initiative. Le gouvernement de votre pays a bloqué, a dit que ce n'est pas une bonne initiative. Alors nous avons annulé notre virement. Voyez-vous ce genre d'acte. Et pourquoi? Parce qu'on prétend qu'il y a une loi qui a été prise qui réglemente ou qui régule les appels à la générosité nationale. Or, cette loi, visiblement, elle est inadaptée. Parce que le temps d'examen du dossier dans le cadre de cette loi, je l'ai parcouru, c'est de 30 jours. 30 jours. Si vous déposez le dossier, je crois, chez le préfet, vous attendez 30 jours. La mort est là. Et on va prendre une loi qui donne un délai de 30 jours pour étudier le dossier. Alors, nous, en droit, nous disons que cette loi, elle est inadaptée. Elle est inadaptée face à l'urgence. Et cette urgence, qui n'est pas simplement une simple urgence, c'est une situation d'état de nécessité. Et en droit, et tous les juristes qui sont là le savent, que face à une situation d'état de nécessité, on ne respecte pas la loi. On ne respecte pas la loi de moindre importance. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que, il s'agit de quoi? La loi camerounaise dit qu'on peut faire des appels à la générosité publique ou nationale. On peut demander aux gens de collecter. Ce n'est pas interdit, c'est autorisé. Mais pour le faire, il y a une autorisation. Donc le principe, il est là. C'est qu'on permet cela. Alors, au lieu que l'État utilise donc le principe, ils vont plutôt utiliser la fameuse exception, qui est de moindre importance par rapport au danger. Non seulement de moindre importance, mais aussi, et plus grave, inadapté. Le temps d'étude d'un dossier d'autorisation étant de 30 jours, au minimum. Et sans sanction d'ailleurs. Ça veut dire que le ministre peut décider qu'après 30 jours, il continue puisque ce n'est pas sanctionné. Or, comme je le disais tantôt, les juristes qui sont là savent que quand on a une situation d'état de nécessité, il n'y a point de loi. Quand on a un état de nécessité, il n'y a point de loi. Et personne ne peut dire là en ce moment que nous ne sommes pas en situation d'état de nécessité.
Parce que les hommes sont en train de mourir, il y a un risque imminent. L'Organisation mondiale de la santé a dit que l'Afrique doit se préparer au pire. Et quand on sait que l'Organisation mondiale de la santé, c'est l'institution onusienne spécialisée en questions de santé, dont le Cameroun a ratifié le traité. Article 45 de la Constitution, nous n'allons pas revenir là-dessus. Donc, il n'est pas question de respecter une loi qui est inadaptée, une loi qui est d'ailleurs inconséquente par rapport à la situation. Ok. Donc, je pense, si vous permettez, Oui. je pense que nous avons là aujourd'hui l'exemple d'une république haineuse, d'une république jalouse, d'une république qui empêche à ses enfants tout le temps. Vous entendez des Camerounais se plaindre que j'ai amené un bon projet au Cameroun. J'ai eu une belle initiative pour mon pays et j'ai été bloqué. Les Camerounais sont en train de voir cela et nous ne pouvons pas nous taire. Et nous disons à monsieur le ministre, au-delà de ce qu'on peut appeler le juridisme, il y a là une question de vie et nous n'allons pas laisser. D'ailleurs, je l'ai dit, toutes les autorités camerounaises qui ne vont pas, ou alors qui vont prendre des mesures, ou entreprendre, ou alors mettre en place des processus de blocage pour empêcher aux Camerounais de se soigner, nous allons engager des procédures pénales à l'international contre eux. C'est de ça qu'il s'agit. Là, nous ne sommes plus en train de nous amuser, et il s'agit, ce ne sont pas des menaces, parce que nous avons nos familles là-bas en Afrique, nous avons nos enfants en Afrique, et c'est notre pays, ce sont nos compatriotes, nous n'allons pas le laisser. Voilà. Merci, Maître Christian Timban Bombon. Je vais d'abord faire réagir une fois de plus Signor Barrister Achou. On retient, Maître Bombon dit point de droit en cas de nécessité. Non, je pense que je dois recadrer ce que j'ai entendu. Le code pénal dispose bien que la responsabilité pénale ne peut résulter de la nécessité de défendre soi-même ou autrui contre un danger imminent ou qui ne peut pas être autrement, n'est-ce pas, qui ne peut pas être autrement évité. Ouais. Alors, cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de loi lorsqu'il y a nécessité. Il s'agit bien de la responsabilité pénale. Donc, il ne faut pas qu'on se trompe ici, là. On est en mondiovision et les gens nous suivent et vraiment les gens peuvent être déroutés par ce que nous disons. C'est la responsabilité pénale qui ne peut pas être engagée lorsque vous êtes face à un danger et il y a la nécessité de protéger vous-même ou protéger autrui contre un danger que vous ne pouvez pas éviter autrement. Ça, c'est d'un. Et deux, je pense que nous devons faire très, très attention lorsqu'il s'agit, n'est-ce pas, d'analyser les lois de la République. Mon confrère Mentima, que je respecte, il fait de très belles interventions, surtout sur les réseaux sociaux. Lorsqu'il parle, n'est-ce pas, des dons venant de l'étranger, il doit faire attention parce que un parti politique est régi par des règles, par des lois, par des textes. Et moi, je suis président d'un parti politique, je sais de quoi il s'agit. Il est interdit à un parti politique de recevoir, n'est-ce pas, des financements extérieurs. Il parle bien, n'est-ce pas, d'une aide qui doit venir d'une ONG internationale. Alors, et cette aide, lui, il préfère l'envoyer à un parti politique. C'est qu'il met donc ce genre d'aide sous l'emprise, n'est-ce pas, d'un financement extérieur qui est interdit, n'est-ce pas, par les lois qui régissent les partis politiques. C'est vrai que les partis politiques peuvent faire appel à l'aide, mais il faut faire attention à leurs militants. Et lui-même, il a dit que c'est national, à leurs militants. Est-ce qu'il peut me donner un texte qui permet à un parti politique de faire un appel au monde entier? Ça n'existe pas. Il faut qu'on fasse attention. Il ne s'agit pas seulement de la loi de 83. Il y a également la loi du 19 décembre 2000 sur le financement des partis politiques. Et il faut faire attention parce que cette loi crée même une commission qui peut venir regarder les comptes des partis politiques. Et je pense que si je ne me trompe pas, il est même précisé que les fonds des partis politiques sont des fonds publics. Il faut faire attention. Donc, je ne soutiens personne. J'ai dit nous devons rester républicains, respectons la loi.
Il faut qu'on respecte la loi. Ne prenez pas le prétexte d'une situation qui dérange tout le monde pour faire ce qui n'est pas autorisé. Je veux bien qu'on cotise, mais regardez de cette manière, de quelle manière ça se passe. Moi, j'ai l'impression que vraiment c'est une autorité concurrente qu'on veut créer à l'autorité qui est en place. Lorsque le président du MSC demande qu'on lui envoie un représentant du DGSN, du CED, du ministère des Finances, mais attendez, on lui envoie ce représentant en tant que qui? Et ici, en bas, président élu. Mais attendez, non, il faut pas charrier. On est là face, n'est-ce pas, à une situation qui démontre clairement que ce que nous avons en face, ce n'est pas seulement un appel à la solidarité. Ce n'est pas seulement un appel. Puisque nous voyons qu'il s'agit, n'est-ce pas, de l'érection d'un organe dirigeant en dehors, n'est-ce pas, de l'État. Okay. Puisque il demande à l'État d'envoyer des représentants à lui. Mais ce n'est pas possible. Donc, j'ai dit, la loi sur les partis politiques demande que les partis politiques reçoivent des cotisations, des dons, etc. de leurs membres. Vous voulez demander l'appel à la solidarité, ça doit être national. Il nous est interdit, partis politiques, de recevoir des financements extérieurs. Il y a des associations, des ONG qui pouvaient bien recevoir cette aide. Pourquoi pas passer par eux? Vous passez par un parti politique qui a des restrictions sur le plan légal. Et j'ai dit tout à l'heure, il y a un danger qui guette, n'est-ce pas, ce genre de financement. Parce que ça commence peu. Est-ce que vous pouvez maîtriser les fonds qui seront versés dans tous les comptes? Si ça donne lieu à des milliards, et que par exemple, on détourne ces milliards pour acheter des armes, qui va répondre? Alors, moi je pense que le ministre de l'administration territoriale est dans son droit. Je ne vois pas derrière l'action de ce ministre un geste machiavélique. Parce que ce monsieur, moi j'ai dit qu'il aurait dû lever le poing depuis longtemps contre Cabral Libi et tous les autres qui ont fait cet exercice. Il ne l'a pas fait. Il réagit tard, mais c'est quand même bien parce qu'il le fait, n'est-ce pas, à un moment où il rappelle à tout le monde qu'il y a une loi. Vous avez compris, M. Timban? Il dit qu'on a dépoussiéré une loi de 83. La loi, c'est la loi. Mais la loi, c'est la loi. Vous devez la respecter. Et comme je le dis, il n'est pas seulement question de cette loi. Il est question de tout l'arsenal juridique qui existe. Okay. Et il ne faut pas oublier, j'ai dit qu'il y a même un débat. Est-ce que le contrôle supérieur de l'État ne peut pas être appelé pour auditer les comptes des partis politiques? Il faut regarder. Parce que un parti politique peut recevoir des subventions de l'État. Et on dit que dans ce cas-là, vous devez rendre compte à l'État de l'utilisation que vous faites de ces fonds. Donc nous devons faire attention lorsqu'on utilise nos partis politiques pour faire des choses. Okay. Je veux bien que les gens cotisent. Moi j'ai proposé à monsieur le Premier ministre, je lui ai dit, personne ne fait confiance au gouvernement pour lui donner de l'argent. Voilà. Désignez une personnalité neutre de la société civile comme Monseigneur Cléda ou Toumi pour gérer ces fonds et vous allez voir comment les gens vont verser de l'argent. C'est ce que moi j'ai proposé. Mais dire que Achou va créer un fonds pour demander à tout le monde, j'ai quel pouvoir et en vertu de quel texte je le fais? Parce que on dit toujours qu'il n'y a pas de nullité sans texte, mais il ne faut pas aussi agir sans texte. Ok. Maître Nthiévo, rapidement, vous avez suivi, on a fait déjà le tour. Votre réaction? Merci, monsieur Outou. Vous allez me permettre de commencer par dire un merci, un grand merci à Maître Timban, ce confrère du barreau de Paris, pour ses mots aimables à l'endroit de ma modeste personne. Je continue en prolongeant un peu son analyse, parce que, en plus d'avoir dépoussiéré un vieux texte, en plus du fait que on peut, en situation de nécessité, violer la règle mineure, j'aimerais également ajouter ici que la règle mineure n'est pas seulement l'exception de l'autorisation, puisqu'on est tous d'accord sur le fait que le principe
c'est bien que l'appel à la générosité publique est permis. Il y a que au-dessus de cette loi, il y a d'autres normes juridiques. Il y a par exemple l'obligation de l'État de protéger la vie. L'obligation de l'État. Et il s'agit là d'une créance. Cette obligation de l'État de protéger la vie est consacrée aussi bien par le préambule de notre Constitution, qui fait partie intégrante de la Constitution elle-même, mais aussi par les instruments internationaux pertinents que nous avons ratifiés, à savoir par exemple la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, mais plus précis encore, le Pacte international sur les droits économiques, sociaux et culturels de l'ONU, qui met à la charge de l'État une obligation. J'aimerais un peu faire le parallèle avec ce qu'on a souvent l'habitude de convoquer comme texte lorsqu'on parle des pactes de l'ONU, le Pacte international sur les droits civils et politiques. Quand il s'agit du Pacte international sur les droits civils et politiques, il s'agit de ce qu'on appelle les droits-libertés. L'État est supposé laisser les individus jouir de leur liberté. Ça, c'est pour les droits civils et politiques. Mais quand on parle des droits économiques et sociaux de ce pacte-là, il ne s'agit pas seulement de laisser les uns et les autres jouir de leurs droits. Il s'agit pour l'État d'être obligé de faire, de garantir, de produire. C'est des créances. C'est pour ça d'ailleurs qu'on les a appelés les droits créances. Quand l'État qui a des créances de cette nature-là, de nature constitutionnelle et je dirais même plus fondamentale, se retrouve dans une situation où la réponse qu'il donne est largement insuffisante au regard de la menace. Je suis heureux de voir qu'on a des confrères qui interviennent sur cette question depuis des pays qui ont, eux, justement pris la mesure de la menace. Contrairement à notre pays, le confrère Maître Longo vit en France, à Bordeaux, un pays qui est sous confinement total, lequel confinement a été prolongé pour 15 jours, me semble-t-il, si mes informations ont été les bonnes. Sauf que le même confrère, quand il parle du cas de son pays, le Cameroun, où on observe une sorte de cacophonie entre la position du Premier ministre et celle du ministre de la Santé quant aux mesures de précaution. L'un n'a pas jugé utile de prescrire un confinement total, tandis que l'autre, le ministre, estime que les gens doivent rester chez eux. Vous êtes dans une situation comme celle-là où la cacophonie, ces errements, ces insuffisances laissent libre cours à un cancer, à une menace vitale qui menace la vie des citoyens, des Camerounais. Vous voulez que les gens vous observent, vous voulez que les gens se croisent les doigts à ne rien faire, alors qu'il s'agit du peuple. Et je rappelle toujours que c'est le peuple qui est le souverain. C'est le peuple qui est la source de la loi. La loi ne peut pas entraver l'auteur de la loi. Le peuple ne peut pas être entravé par une loi qui est finalement son émanation. Le souverain ici, c'est le peuple. D'ailleurs, qu'on a invité à plus de solidarité, qu'on a invité à se mobiliser. Je vais également, moi aussi, m'essayer à l'analyse juridique comme mes confrères précédemment. Maître Achou décrit ce que je pourrais appeler une présomption de culpabilité. Justement. Je veux bien prendre ce qu'il a dit sous son angle vertueux. Je ne vais pas le qualifier de... Comment on dit ça, d'adepte de la théorie du complot. Je considère qu'il convoque ce qu'on peut appeler le principe de précaution. Si donc, par précaution, on prend une mesure comme celle-là, alors, comment en même temps, on peut invoquer la précaution et être réfractaire à l'idée justement d'avoir un droit de regard, comme précisément les initiateurs les y ont invités. Parce que Maître Achou a bien fait de rappeler que les autorités de ce pays, même si nous considérons qu'elles sont des autorités de fait, ont été conviées à avoir leur regard sur cette chose, justement pour éviter les interprétations qui pourraient être complotistes. Ils sont invités à venir eux-mêmes. S'ils veulent participer, qu'ils participent. S'ils veulent seulement contrôler, qu'ils contrôlent. Mais ils ne le font pas. Au contraire,
ils interdisent. Principe de précaution pourtant. Alors que si on était dans une gouvernance vertueuse, on aurait profité de l'occasion pour montrer précisément qu'on attache du prix aux vies des Camerounais. On aurait encadré, pas interdit. Par exemple, je pars du principe que tout le monde est de bonne foi, y compris ce gouvernement. Je pars du principe que M. Atangandi, qui dit qu'on doit demander son autorisation, aurait, dans ce contexte, dit « Ok, comme il y a urgence, comme il y a état de nécessité, et comme nous tous nous sommes d'accord sur le fait que c'est une initiative louable, alors voici ce qu'il faut faire, de mon point de vue, pour encadrer cela. » S'il avait fait et que cela n'avait pas été respecté, on serait en droit de se dire, bon, pourquoi ne veulent-ils pas qu'il y ait un droit de regard sur cette collecte? Mais cela n'est pas le cas. Au contraire, on brocarde une initiative qui est faite pour précisément apporter une solution à des problèmes que la population, à laquelle la population fait face sans réponse du gouvernement. Je vais aller plus loin et me mettre à chaud encore une fois, bien fait de rappeler les faits antérieurs. Je rappelle à sa suite qu'il est strictement interdit pour les associations de procéder à la collecte des dons du public. Aux associations, la loi de 90 est claire là-dessus. Par contre, en ce qui concerne les partis politiques, la brèche est ouverte. C'est l'article 13 alinéa 1. Elle est certes encadrée, cette possibilité qu'ont les partis politiques de faire appel aux dons, aux legs, mais elle est encadrée. Mais ce qu'il faut dire à la gouverne des Camerounais, c'est que le débat qui se fait ne porte pas précisément sur la loi de 90. Monsieur le ministre l'a ignoré. Or, justement, quand nous faisons l'analyse juridique, et si je suis la maître Longo, on se comporte, quand on est pro-Atangandi, comme si la seule loi qui existe au Cameroun, c'est cette fameuse loi de 1983 qu'on vient de dépoussiérer. Alors que, premièrement, c'est une loi qui intervient en contexte de parti unique. On est en 1983. Et, précisément, dans la foulée, d'autres textes de loi sont intervenus. Il faudrait donc se poser minimum la question de savoir si cette loi-là se trouve encore être applicable au cas d'espèce et aux appels à la générosité. Premier niveau d'analyse. Deuxième niveau d'analyse, si même on s'en tient, comme je vois souvent les gens faire, à la lettre de la loi. Alors, est-ce que vous avez vu des gens se balader de domicile en domicile pour demander qu'il leur soit donné quelque chose? Parce que la loi, l'article 1er de cette loi, donne le modus operandi qui permet de qualifier ce qu'on pourrait appeler l'appel à la générosité publique. Je fais un parallèle avec le droit des affaires. Ce qu'on appelle l'appel public à l'épargne, quand vous lisez, par exemple, l'acte uniforme OHADA sur le droit des sociétés, quand il définit l'appel public à l'épargne, il indique les modes qui font qu'une opération puisse être qualifiée d'appel public à l'épargne. Et en deçà de ces conditions-là, on est dans ce qui est autorisé. Et vous savez très bien qu'on ne peut pas être contraint de faire ce que la loi n'impose pas. Dans le cas d'espèce, la loi indique les actions qui sont constitutives ou qui permettent de qualifier l'appel à la générosité publique. Il s'agit de la sollicitation, il s'agit de la publicité sur la voie publique, par voie de presse, etc., etc. Dans le cas d'espèce, je vous mets au défi de m'indiquer quelles de ces actions ont été posées pour que justement l'on puisse qualifier, en ce qui concerne précisément l'initiative du professeur Kamto, d'appel à la générosité publique dans le sens de la loi de 83. Parce que tout le monde est d'accord ici qu'il existe bien cette loi. Mais encore faudrait-il que cette loi soit applicable au cas d'espèce. C'est ce que les juristes appellent la qualification. On doit bien qualifier les faits avant de voir si ces faits-là se rapportent à la loi. Et donc, le fait de simplement se contenter de choisir d'interdire chaque fois, systématiquement, jette encore une fois à la face du monde l'idée selon laquelle nous sommes dans une gouvernance qui n'est pas du tout préventive, mais qui est uniquement répressive.
elle ne réfléchit pas à comment aider les gens à se prendre en charge. Elle ne réfléchit pas à comment faire face à la solidarité nationale. Elle réfléchit plutôt à casser, à brimer, à interdire. Et donc, quand on compare l'attitude générale de la population, cela est tout à fait compréhensible qu'il puisse y avoir de la jalousie. Parce que dans le fonds gouvernemental, d'abord, on décide d'y injecter 1 milliard. Et là, on appelle aussi les populations à contribuer. Si vous avez lu la même loi que moi, il faudrait également qu'on pose la question au gouvernement. Parce que si on est tous donc d'accord que c'est cette loi-là qui est censée régir les appels à la générosité publique, la même loi indique que même les pouvoirs publics y sont soumis. Et donc, eux aussi sont supposés solliciter la même autorisation dans le délai de 30 jours. Il est possible que, comme on fait ce débat ce soir, que demain on aille nous produire l'arrêté ou la décision du MINAT autorisant son supérieur hiérarchique, soit le Premier ministre, soit le président de la République, que nous considérons comme de fait. Ils peuvent le faire, mais je crois qu'ils n'auront pas le courage de poser cet acte-là parce que ce sera considéré dans leur propre système comme de la défiance. Okay. Il n'en reste pas, il n'en demeure pas moins vrai que là, cela fera aussi défaut. Or, pourquoi dans le cas du gouvernement, ça peut passer selon le même principe que l'article 4 de cette loi de 1983 dit que peuvent solliciter l'autorisation de faire appel à la générosité publique toute administration ou établissement public ou parapublic, tout Camerounais âgé de 21 ans au moins jouissant de ses droits civiques et d'une bonne moralité, les comités de développement, ainsi de suite. Donc, mettre à jour sur bon, rapidement, on va revenir, ce sera après le journal, hein, je vous en prie. Madame, Monsieur, dans un instant, la suite Equinox Soir, mais le 20h de Cédric Noufélé. Dans un instant.